Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi le bull run n'est pas terminé. Non seulement il n'est pas terminé, et selon mon analyse, il devrait plutôt encore durer dans le temps. Je vais aussi vous montrer qu'on respecte quand même pas mal les cycles précédents, même si on a quelques petites différences. En tout cas, sur la fin du cycle. Avant de commencer cette vidéo, pense à mettre un like, à t'abonner, à commenter cette vidéo. Et si tu souhaites rejoindre le Telegram gratuit, donc c'est un Telegram dans lequel je partage pas mal d'analyses, de news, de data on-chain, d'analyses macroéconomiques, etc. Tu peux le rejoindre directement avec le lien dans la description. C'est le premier lien dans la description, donc tu peux clairement pas le louper. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc on commence cette vidéo avec la partie diapo et ensuite on verra où est-ce que Bitcoin peut concrètement aller à la fin du cycle, à la fin du bull run. Donc en gros, quel serait l'ATH, le top sur Bitcoin. Donc on va voir ça juste après. Mais déjà dans un premier temps, on va essayer de comprendre pourquoi ce cycle n'est pas terminé et qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, voire les prochaines années, les prochains trimestres, en gros les échéances futures. Donc déjà, il faut parler de la masse monétaire M2. La masse monétaire, c'est quoi? C'est tout simplement la quantité de monnaie en circulation dans le monde. Ici, vous voyez bien qu'il est marqué Global Money Supply. D'accord? Si on veut encore simplifier le terme, c'est en gros tout l'argent qui est accumulé dans le monde entier. D'accord? Donc tout l'argent qui est en circulation dans le monde. Pour vraiment faire très très simple. Donc cette data, elle est extrêmement importante parce que vous vous doutez bien que plus cette masse monétaire augmente, plus il y a d'argent en circulation dans le monde, plus automatiquement, il y a une partie de cet argent qui se retrouve sur les marchés. Il y a une partie de cet argent que les gens détiennent et se disent « bon, on va peut-être l'investir cet argent, puisqu'on en a beaucoup plus, ou en tout cas que cet argent augmente ». Que ce soit sur les marchés, donc les institutionnels, les professionnels, mais aussi au niveau des particuliers, vous et moi. Forcément, si demain vous avez plus d'argent dans votre portefeuille, sur votre compte en banque, etc., et que vous gagnez plus, vous allez potentiellement soit épargner, soit consommer, soit investir plus. Et donc si vous investissez plus, il y a une probabilité pour que ça se retrouve sur les actifs à risque. Parce que quand on investit, soit on cherche à faire du rendement avec de l'immobilier, soit on cherche à faire du rendement avec des actions ou des crypto-monnaies. Globalement, c'est les plus gros pôles d'investissement de la part d'un retail. Bon, il peut y avoir aussi les montres, les cartes Pokémon, enfin plein d'autres types d'investissements. Mais globalement, ce qu'on remarque, c'est que c'est plutôt les actions, les crypto-monnaies, voire l'immobilier qui va intéresser les personnes, les retail, les particuliers qui, d'un seul coup, se mettent à recevoir, à gagner plus d'argent. Donc ici, on a un premier graphique de Bitcoin par rapport à la Global Money Supply, donc la masse monétaire. La masse monétaire est donc en blanc et Bitcoin ici est donc en orange. Et ce qu'on peut voir, c'est que Bitcoin évolue exactement de la même manière que la masse monétaire. Quand on a une hausse ici de la masse monétaire, on a une hausse sur Bitcoin en parallèle. De la même manière, quand on a une baisse ici au niveau de la masse monétaire, on a une baisse au niveau de Bitcoin. Quand on a ensuite la masse monétaire qui repart à la hausse pendant ces longues années, de 2018 à 2022, 2021-2022, on a un Bitcoin sur cette période-là qui fait que monter aussi, qui explose. Ensuite, on a une petite contraction au niveau de la masse monétaire, ce qui fait chuter également Bitcoin. Et là, on voit que la dernière hausse de Bitcoin de 2023 à 2025 correspond exactement à cette hausse au niveau de la masse monétaire. Et ce que vous pouvez voir, et ce qui est rassurant, c'est que cette masse monétaire, elle ne fait que croître. Ici, on a un graphique qui nous donne la masse monétaire depuis 2015. On voit que depuis 2015, donc ça fait 10 ans, on a une hausse significative de la masse monétaire. On a des petites baisses, mais ces baisses-là sont insignifiantes vis-à-vis de la hausse. Quand vous voyez cette hausse, elle est quand même significative, elle est quand même assez inquiétante même, quand on regarde ça par rapport à la valeur des monnaies. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais toujours est-il que l'expectative ici, la projection, la prévision, la prédiction, nous annonce une masse monétaire qui devrait continuer de monter pour aller chercher de nouveaux niveaux beaucoup plus hauts. Et donc, ce faisant, attirer aussi les actifs à risque avec eux, puisque si on augmente la masse monétaire, comme je le disais, la majorité des agents économiques vont avoir plus de monnaie, plus d'argent à investir, et cet argent-là va se retrouver pas uniquement que sur Bitcoin, aussi sur les actions, mais il y a une partie de cet argent qui arrivera sur Bitcoin. Rappelez-vous un point très simple, pendant le Covid, il y avait eu ce qu'on appelle les chèques Trump et les chèques Biden. Donc Trump avait commencé à mettre en place aux États-Unis des chèques pour soutenir les Américains qui étaient en difficulté par rapport
à la situation économique qu'on avait pendant le Covid. Et ça avait continué ensuite avec Biden, qui avait enchaîné avec les chèques Biden, donc les mêmes chèques que Trump. Et rappelez-vous qu'à cette période-là, les Américains avaient utilisé la majorité de l'argent de ces chèques pour investir. On avait eu des datas qui montraient que les investissements des Américains suite à la réception de ces chèques avaient augmenté sur la plateforme Robinhood, une plateforme qui permet aux Américains d'acheter des actions, des crypto-monnaies, etc. Ce qu'on appelle plus communément un courtier ou un broker. Et donc, on a bien compris qu'à ce moment-là, les Américains ont reçu de l'argent et une partie de cet argent a été réinvestie sur les marchés financiers. Ce qui est un peu moins le cas en France puisqu'on a moins cette mentalité, on a plutôt une mentalité en France d'épargnant plutôt que d'investisseur, alors qu'aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Ce schéma-là, on l'observe bien, à chaque fois qu'on a une augmentation de la masse monétaire, ça se répercute sur les actifs risk-on. Deuxième petit graphique que je voulais vous montrer, qui est aussi très parlant, alors qui montre exactement la même chose, mais qui est aussi assez intéressant, je trouve. On voit bien qu'à chaque fois sur la Global Money Supply, donc la masse monétaire, on a des phases de correction, d'accumulation, et on a toujours des sorties par le haut. Ici, vous voyez qu'entre 2014 et 2015-2016, on accumule, on range, et bim, on a une sortie par le haut, jusqu'à 2018, 2019, 2020, bim, on a de nouveau une sortie par le haut, et là, depuis 2021, 2022, jusqu'à actuellement 2024, 2025, on est également dans une phase de range, de latéralisation, et on est en train d'en sortir par le haut. Donc l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est d'avoir, encore une fois, une hausse significative de la masse monétaire mondiale, pour aller chercher de nouveaux records, et ici on a un forecast, donc une prévision, pour le Q1 2026, donc le premier trimestre 2026, avec, vous voyez, une masse monétaire ici qui continuerait de monter. Et donc ça, effectivement, ça serait très positif pour les actifs risk-on. Donc voilà une première bonne nouvelle qui nous montre que sur le moyen long terme, il n'y a aucune raison de paniquer, puisqu'on va avoir la performance du marché crypto, on va avoir cette phase de bull run, on va avoir cette phase d'euphorie sur le marché. Il faut juste être patient et attendre que les conditions requises soient présentes. Deuxième point, on va faire un petit parallèle avec la Bitcoin dominance par rapport à Bitcoin. Donc le premier graphique en noir avec des carrés verts, c'est Bitcoin. Le deuxième graphique en noir avec des carrés rouges, c'est la Bitcoin dominance. Ce qui est intéressant de voir dans ce cas de figure, c'est que la Bitcoin dominance chute toujours dans la dernière vague haussière de Bitcoin. Si on prend l'exemple ici, donc sur le bull run de 2013-2014, on avait donc cette grosse accélération au niveau de Bitcoin. Pareil ici, on avait une baisse significative au niveau de la Bitcoin dominance. Vous voyez bien, bon, j'ai pas mis l'historique précédent, mais on voit bien qu'on vient d'une trend baissière. Et ensuite, juste sur la fin ici, on a eu un petit rebond au niveau de la Bitcoin dominance. Et là, on a eu une baisse significative avec une Bitcoin dominance qui est redescendue sur le niveau des 36-38% de dominance. Et ça correspond au dernier mouvement ici sur Bitcoin. Vous voyez, sur Bitcoin, si je vous zoome un peu ici, on a eu la petite baisse, toute petite baisse ici, et bim, une grosse impulsion sur Bitcoin. C'est exactement la même chose qu'on a sur la Bitcoin dominance ici. On a cette petite hausse, et bim, une énorme baisse de la Bitcoin dominance. Et ça, évidemment, c'est ce qui s'est passé à la fin du cycle, parce que vous voyez qu'après, Bitcoin fait son top de marché, et on arrive en bear market, on corrige, d'accord? D'ailleurs, je vous ai dit 2013-2014, c'est pas 2013-2014, c'est 2017-2018, bien sûr, évidemment. Deuxième point important, on vient ici donc sur le bull run de 2020-2021, et on observe exactement la même chose. Ici, on a un top au niveau de la Bitcoin dominance, et on a une chute significative. On passe de un peu plus de 60% de dominance à 44-45% de dominance, donc c'est quand même une grosse baisse significative, et ça correspond exactement à la fin du cycle, à la dernière vague haussière sur Bitcoin, puisque ça correspond à ce mouvement ici, vous voyez, poum, grosse hausse. Ensuite, on avait la petite correction là de 50%, enfin petite, c'était une grosse correction à l'époque de 50%, où on était passé de 60 000 à 30 000, et ensuite le deuxième top avant la correction et le bear market. Donc ça correspond exactement à cette même phase, c'est-à-dire le dernier mouvement, la dernière vague haussière sur Bitcoin avant le top de marché. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que la Bitcoin dominance s'effondre, et donc ça permet d'avoir cette fameuse altcoin season, puisque quand la Bitcoin dominance chute, on a les alts qui performent. Donc c'est un petit peu le dernier salut du marché, c'est un peu son baroud d'honneur si vous voulez. On met tout ce qu'on a sur les alts, on fait un maximum de performance, et ensuite bear market. Et bien si on regarde
sur la phase actuelle, si on regarde sur ce qui se passe là actuellement sur le marché, vous voyez qu'on est ici sur Bitcoin et on est ici sur la Bitcoin dominance. On attend la dernière vague haussière sur Bitcoin. On va voir ça en fin de vidéo. Où est-ce que cette dernière vague haussière pourrait nous arrêter? Voilà, j'ai mis un carré qui va jusqu'à 200 000. On verra que c'est peut-être pas forcément le cas, mais bref, peu importe. C'est pas ça qui est le plus important. Ici, on voit qu'on est sur la dernière vague haussière de Bitcoin, d'accord, avant le top de marché et le potentiel bear market. Et ici, sur la Bitcoin dominance, eh bien, on va attendre cette fameuse baisse significative. Donc on voit qu'en termes de timing, on n'est pas dans quelque chose qui est complètement incertain. On n'est pas dans quelque chose où on navigue vraiment en eau trouble et on comprend rien à ce qui se passe. Non, si on regarde concrètement, eh ben, les éléments sont plutôt concrets. Et ce qui se passe est plutôt facile à expliquer. D'accord? Donc, ce qu'on va attendre ici, c'est que Bitcoin décide de faire sa dernière vague haussière. Et en faisant cette dernière vague haussière, il va entraîner une baisse de la Bitcoin dominance. Et cette dernière vague haussière sur Bitcoin sera également l'annonce, le début de la fameuse altcoin season qu'on attend depuis un moment. Maintenant, la seule chose qu'on ne peut pas prévoir dans ce scénario, c'est quand est-ce que ça va arriver. Tout comme ici, on ne pouvait pas prévoir quand est-ce que ça allait arriver, et tout comme ici, en 2017-2018, on ne pouvait pas prévoir comment et quand est-ce que ça allait arriver. Donc ça peut très bien arriver dans 6 mois, comme ça peut très bien arriver à la fin de l'année, comme ça peut très bien arriver en début 2026, tout est possible. Mais toujours est-il que quand Bitcoin va entamer sa dernière vague haussière, c'est à ce moment-là qu'on verra le plus gros mouvement baissier sur la Bitcoin dominance et qu'on aura une performance des altcoins avec peut-être une altcoin season si vraiment cette performance des alts est significative et surtout beaucoup plus importante que la performance de Bitcoin. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer. L'altcoin season, c'est pas totalement fini. On a encore un espoir et je suis aussi là pour le rappeler. Dernier point avant de regarder donc le potentiel top de Bitcoin suite à cette dernière vague haussière. Le troisième point qui va être quand même assez important pour nous, en plus de l'augmentation de la masse monétaire et de ce qu'on vient de voir par rapport à Bitcoin et la Bitcoin dominance, c'est la Chine et l'or, et la Chine qui pourrait retirer l'interdiction des crypto-monnaies. Puisque la Chine a autorisé pour la première fois les assureurs à investir dans le gold. Donc ça s'est passé la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est très très récent. Et ça représente 27,4 milliards de dollars d'entrée potentielle sur le marché de l'or. Et on le voit bien ici en plus, la Chine, la banque centrale chinoise, a recommencé son accumulation sur l'or. Donc on voit ici qu'entre décembre 2022 et la période ici de mars-avril 2024, on a eu une accumulation significative de l'or par la Chine. D'accord ? Ensuite, ici, on a eu une petite période de creux en 2024, donc mi-2024, fin 2024, et on voit que depuis novembre, décembre et janvier, la Chine repasse à l'achat sur l'or. Donc il y a une volonté de la Chine d'accumuler de l'or dans les réserves de la Banque centrale chinoise. Certainement pour peut-être backer le yuan sur l'or, peut-être pour créer une nouvelle monnaie backée sur l'or, peut-être parce qu'ils ont une certaine incertitude et une peur par rapport au marché traditionnel et à la finance traditionnelle, et donc ils souhaitent se protéger en ayant de l'or qui est quand même un actif, une valeur refuge. Toujours est-il qu'ils sont en train de se positionner en masse sur l'or. Et on sait que Bitcoin est considéré par beaucoup comme l'or numérique, d'accord? Donc une espèce de valeur refuge numérique qui ne porterait pas tous les inconvénients qu'on peut prêter à l'or, comme la difficulté de le stocker par exemple, le coût d'extraction, la manipulation aussi qui est présente sur ce marché, même si on voit que le marché des crypto-monnaies tend à l'être de plus en plus également. Bref, on pourrait avoir la Chine qui, maintenant qu'elle autorise les assureurs à investir sur l'or, on voit qu'il y a quand même un assouplissement de la Chine vis-à-vis des marchés financiers. On pourrait avoir dans quelques mois une levée de l'interdiction des crypto-monnaies dans le pays. Et ça, évidemment, ça serait quelque chose de très positif puisque ça ouvrirait la Chine aux investissements crypto. Et on sait que la Chine, c'est quand même un haut lieu de la finance aujourd'hui avec les États-Unis. Donc ça ouvrirait un marché supplémentaire à l'écosystème crypto. On aurait un afflux de liquidités énorme. Parce que vous voyez quand même que là, rien qu'avec cette décision d'autoriser les assureurs à investir dans l'or, on a quand même une entrée potentielle de 27,4 milliards de dollars sur le marché de l'or. Imaginez maintenant une autorisation plus globale de la Chine vis-à-vis des crypto-monnaies. On pourrait avoir des centaines de milliards de dollars qui arriveraient de nouveau sur le marché des cryptos. Et ça, évidemment, on le ressentirait, et on le ressentirait de manière très positive
nous, en tant que adeptes, investisseurs, traders, détenteurs de crypto-monnaies. Donc ça, évidemment, aussi, c'est une news à surveiller, parce que je vois pas beaucoup de monde en parler, et pour autant, pour moi, c'est vraiment un game changer si c'est amené à se produire. Donc voilà pour les 3 points. Pour moi, c'est 3 points qui sont vraiment très très importants. Très peu de personnes en parlent. Je vois assez peu ce type d'analyse paraître sur les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler et je pense comme ça que ça peut étayer votre réflexion et étayer votre regard vis-à-vis du marché. Évidemment, on pourrait encore citer plein de points, c'est comme la précédente vidéo. Il y a plein de points qu'on pourrait encore citer. Et d'ailleurs, les points que je cite dans la dernière vidéo sont également des points qui pourraient être favorisants pour la performance des crypto-monnaies sur 2025 et 2026. Parce que si on se met à avoir la fin du quantitative tightening et le début du quantitative easing, on va avoir une augmentation de la masse monétaire. De la même manière, une baisse des taux d'intérêt de la Fed, ça va tout simplement stimuler la consommation et l'investissement, donc ça va aussi augmenter la masse monétaire. Bref, vous comprenez que c'est un petit peu tous ces éléments-là qui sont liés. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là que je vous dis que le cycle, le bull run n'est pas terminé et qu'il faut juste être patient parce que sur le moyen long terme, on met beaucoup plus de probabilités de notre côté d'être gagnant sur les marchés. À condition bien sûr de comprendre ce qu'on fait et ça évidemment je vous l'apporte dans cette vidéo. Tout du moins j'essaie de vous apporter un maximum d'éléments pour que vous puissiez comprendre ce que vous faites et ce qui se passe aussi sur les marchés et les enjeux auxquels on est confronté. On passe sur Bitcoin maintenant et on va voir donc quel est le potentiel top du marché parce que si vous avez bien suivi le deuxième point que j'évoquais dans cette vidéo et même le premier point avec la masse monétaire, l'objectif c'est d'avoir une hausse de la masse monétaire qui entraînerait une nouvelle vague haussière sur Bitcoin et la dernière vague haussière et cette dernière vague haussière entraînerait également une baisse de la Bitcoin dominance comme ça a été observé dans les cycles précédents. Maintenant, cette dernière vague haussière, où est-ce qu'elle peut potentiellement s'arrêter ? Comme d'habitude et comme je l'avais évoqué dans une vidéo que j'avais faite justement sur Bitcoin et Ether et quels seraient potentiellement les objectifs à la fin du cycle sur les deux actifs, on va répéter ce qu'on avait déjà évoqué dans cette vidéo. Ici donc il nous reste 2 zones d'extension pour Bitcoin. Il a déjà fait un 27, donc il a validé l'extension, ce qui lui a permis d'aller chercher un 618. D'ailleurs c'est sur un 618 qu'on bloque actuellement. Si je vous trace la zone, vous voyez que c'est exactement ici qu'on est actuellement. On est pile sur les 1,618. Vous voyez, on a une mèche de rejet, 2 mèches de rejet et on est sur la 3e bougie de rejet, d'accord ? Donc pour l'instant on n'arrive pas à passer cette zone. Je pense pas qu'on s'arrêterait là et de toute façon il nous faut une dernière vague haussière. Donc on ne peut pas s'arrêter sur cette zone. Les 2 zones qui vont nous intéresser, c'est les 2,618 et les 3,618. Par expérience avec ces niveaux d'extension, le prix peut s'arrêter sur 2,618. C'est quand même assez rare, ça serait une très mauvaise performance de Bitcoin en réalité si on compare au cycle précédent et si on compare aux extensions habituelles, mais c'est possible, d'accord ? La plupart du temps, sur une grosse extension, notamment en crypto, on va chercher les 3,618. Maintenant, on ne peut pas tout baser là-dessus, parce qu'il y a une probabilité qu'on s'arrête à 2,618. Et donc si vous basez tout sur un top de marché à 3,618 et qu'on s'arrête à 2,618, eh bien vous allez l'avoir dans l'os. Donc, au niveau des 2,618, on serait sur un Bitcoin à 150 000 $, entre 150 et 155. Ça serait déjà un beau top de marché sur Bitcoin. Et sur le niveau des 318, on sera entre 205 et 208, 209. D'accord ? Donc 150, 155, 205 et 209. Tout dépendra donc de l'accroissement de la masse monétaire et de la performance potentielle de Bitcoin. D'accord ? Moi, je tablerai plutôt sur un objectif plutôt conservateur, donc entre 150 et 155. Évidemment, si Bitcoin nous donne plus, eh bien c'est parfait, on aura potentiellement une altcoin season encore plus grande, ça sera parfait déjà. Maintenant, on peut clairement pas se baser là-dessus comme je disais. Donc l'objectif c'est quoi ? C'est que cette dernière vague haussière nous amène sur 150, 155. Et donc cette dernière vague haussière, cette flèche que je viens de marquer ici, symboliserait le début de la baisse de la Bitcoin dominance et le début de la altcoin season. Donc on aurait en même temps un Bitcoin qui irait chercher son top de marché entre 150 et 155 et en même temps une magnifique altcoin season. Tout dépendra donc de est-ce que Bitcoin va le faire rapidement, ce qui voudrait dire qu'on aurait une altcoin season relativement courte, ou est-ce qu'il va le faire plus lentement en plusieurs mois et ce qui ferait qu'on aurait une altcoin season beaucoup plus longue. Évidemment, il y a un monde où la dernière vague haussière nous amène à 205, 209,
Mais j'ai pas envie de vous mettre des étoiles dans les yeux et de vous dire oui, on va aller chercher 200 000 et ça fera une super grande altcoin season et ça va être incroyable, etc. Si en fait, on fait un top de marché à 150, 155 et ensuite on rentre en bear market, et là vous allez me dire ah ouais, mais tu nous as vendu du rêve avec 200 000 et c'est jamais arrivé. Donc, on vise la première zone dans un premier temps et si on a plus, bon bah, là ça sera parfait et on sera extrêmement heureux. Donc voilà un petit peu pour toute cette démonstration, toutes ces explications. Vous voyez que tout se recoupe, hein. Cette dernière vague haussière sur Bitcoin qui pourrait correspondre à cette hausse sur la masse monétaire mondiale jusqu'au Q1 2026, avec en parallèle, comme on l'a évoqué dans la dernière vidéo, une baisse sur les taux d'intérêt, la fin du quantitative tightening et le début du quantitative easing, bref, tout ce que j'ai déjà évoqué dans cette vidéo. Et donc, je réponds bien à la question, oui, le bull run n'est pas terminé, ce n'est pas fini. C'est pas le moment, à mon sens, de pleurer, c'est pas le moment, à mon sens, de se dire bon bah rendez-vous dans 4 ans, en 2027-2028, et à s'en vouloir de pas avoir pris de profit, etc., etc. Non, pour moi on n'est clairement pas là-dedans, on est juste dans un cas de figure où il faut attendre, où il faut patienter, que tous les éléments se mettent en œuvre pour avoir justement cette dernière vague haussière. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux et sur le Telegram gratuit, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Pareil, si vous souhaitez me rejoindre sur mes formations et accompagnements, que ce soit profil limité, CryptoPump, ou si vous souhaitez prendre un coaching avec moi pour aborder un sujet spécifique de l'écosystème crypto, vous avez tous les liens à ce sujet dans la description de la vidéo. Allez, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.